les infrastructures des CFF, les gares des CFF, ça leur rapporte énormément d'argent et pour les loyers, pas possible. D'ailleurs, les gens n'arrivent même pas à tenir le coup dans ces grands bâtiments à l'entrée de Morges. Il y a des bistrots, ils ont changé déjà 3 fois de propriétaire. Ben voilà, on va encore faire des bistrots supplémentaires en sous-sol. Enfin, je veux dire, et des boutiques. Je veux dire, mais voilà, toujours plus d'argent. Mais est-ce qu'on est obligé de la détruire, cette gare de Morges? Oh, mais elle n'a plus tout à fait la valeur historique qu'elle avait avant parce qu'on a mis des furoncles dessus en ajoutant le McDo, 2, 3 choses. Bon, on a qu'à peut-être Ciao, enlevons le McDo. McDo puis gardons la gare, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé de fabriquer un énorme truc en béton qui va le remplacer. Mais oui, ça va rapporter du pognon, c'est ça, c'est uniquement ça. Comment on construit et pourquoi on construit. Tout un ensemble de gens, dont les gens de la Fédération suisse des architectes, dénoncent le fait qu'on construit pour des questions pécuniaires, pour des rentrées d'argent pour les actionnaires, Ouais. mais pas pour les besoins. Ouais. Donc, il y a quand même une belle façon de faire que j'ai surtout découvert en Suisse, c'est comment on appelle ça, les co-gestions, on en parlait tout à l'heure. Les cohabitations, tu sais, de faire des copropriétés, des Ouais. coopératives d'habitat. Mhm. Des coopératives d'habitat, j'ai appris que Zurich, c'était 30% de la ville qui était en coopérative. Donc, c'est des gens qui, ensemble, achètent et qui, ensuite, ne vont pas dans les méfaits que font le monde du logement. Et donc, on va faire en fonction des besoins. C'est ça. Tu as telle famille, tu as besoin de temps, et ça évite d'avoir des retraités tout seuls dans des 100 mètres carrés, et à l'inverse, d'avoir des familles qui s'entassent dans des 30 mètres carrés. Donc déjà, c'est une question de besoin. Si on faisait les logements en fonction des besoins, on n'aurait pas cette besoin grandissant de construire. Il y a aussi tout ce qui est l'affectation. On parle aussi beaucoup, même dans des villes où l'immobilier est tendu, Lausanne, Genève, où il y a énormément de construction de bureaux qui restent entièrement vides. Et où, selon les normes, ces bureaux ne peuvent pas être réaffectés comme logement. Mhm. Donc, c'est revoir aussi toutes ces normes et toute cette logique du construire pour le business. Donc, c'est là où, voilà, on parle d'une forêt, comme tu l'as dit. Au début, tu parlais pensée globale, agir local. Nous, on a constaté local. Et puis après, c'est un peu le propre des luttes. On détricote et puis on arrive à se poser la question du logement, de la construction et pourquoi on construit finalement, pour qui. Et ça touche à beaucoup de choses. À Morges, par exemple, un autre problème, c'est cette densité. Mais si on regarde par rapport au partage aussi de la place, par rapport au nombre d'habitants, on voit que la génération quand même d'avant, nos parents ou nos grands-parents, qui étaient plus favorisés parce qu'il y avait plus de place, c'était plus facilement accès au foncier, etc. Aujourd'hui, il y a des gens seuls, retraités, qui ont 80, 90 ans, qui vivent dans des grandes maisons avec énormément d'espace, mais qui ne pourraient pas déménager dans un plus petit appartement parce que le plus petit appartement serait plus cher que leur maison, puisqu'ils en sont propriétaires, voire ils la louent avec plus ou moins le même loyer depuis 40, 50 ans. Donc, on voit, que si vraiment on voulait prendre la problématique par les cornes, par les besoins, comme tu le dis, eh bien, il y aurait une infinité de voies à explorer, mais on choisit tout le temps la même. C'est chiffre d'affaires. Et suivre l'offre. Exactement. Ouais. Et encore un autre coup de gueule qui m'hérisse l'épaule à chaque fois, c'est on voit Morges qui se densifie, on voit toutes les villes du coin, ou même pour des petites villes comme Morges, on dit, moi j'appelle ça l'effet gare de Zurich. T'as un coup de gueule aussi, François, pour on a une petite gare qui est transformée en monument de béton avec énormément de commerces qui sont vides, alors que ça peut desservir en plus les centres-villes. Enfin, c'est une catastrophe au niveau commerce local et bien-être, parce qu'on sort du train à Morges, on est accueilli par une énorme esplanade en béton. Et puis c'est pas fini, parce qu'on va la détruire, cette gare, et creuser dessous et fabriquer un nouveau palais dédié à la consommation. Donc on sait où ira le gravier. Comme si on en avait besoin. Ça aussi, ça fait partie des choses importantes. Les infrastructures des CFF, les gares des CFF, ça leur rapporte énormément d'argent et pour les loyers, pas possible. D'ailleurs, les gens n'arrivent même pas à tenir le coup dans ces grands bâtiments à l'entrée de Morges. Il y a des bistrots, ils ont changé déjà 3 fois de propriétaire. Voilà, on va encore faire des bistrots supplémentaires en sous-sol. Enfin, je veux dire, et des boutiques. Je veux dire, mais voilà, c'est toujours plus d'argent. Alors qu'on elle va très bien, cette gare de Morges. Enfin, je trouve, il faudra sûrement faire des choses pour améliorer un certain nombre
de choses. Quand on veut sur la voie Lausanne-Genève, on sait qu'il va falloir l'améliorer. Donc, sûrement qu'il faudra faire quelque chose. Mais est-ce qu'on est obligé de la détruire, cette gare de Morges? Oh, mais elle n'a plus tout à fait la valeur historique qu'elle avait avant parce qu'on a mis des furoncles dessus en ajoutant le McDo, 2-3 choses. Bon, on a qu'à peut-être enlevons le McDo, puis gardons la gare, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé de fabriquer un énorme truc en béton qui va le remplacer. Mais oui, ça va rapporter du pognon. C'est ça. C'est uniquement ça. Et aussi, juste pour continuer ce coup de gueule sur la façon dont on construit, on dit qu'il faut construire des habitations, mais regardez comment on construit ce que l'on construit. On fait un immense immeuble avec souvent 2 ou 3 sous-sols pour accueillir nos voitures individuelles. Donc, il y a aussi la question du transport, hein, de la mise en commun ou individuelle des choses. Et puis, qu'est-ce qu'il y a le plus souvent au rez-de-chaussée de ces bâtiments? Des immenses centres de fitness qui sont remplis de machines, de vélos et de tapis roulants qui sont la plupart de la journée entièrement vides et où, au maximum du rush hour le soir, il y a 10% des machines qui sont occupées. Donc, on construit pour avoir des énormes espaces vides pour faire des vitrines commerciales aussi. Donc voilà, il y a toute cette réflexion que l'on n'a pas, il me semble. Et quand on vient questionner le tout béton, on arrive à ces questions de qu'est-ce que l'on fait à nos villes finalement. Oui. Étonnamment, pour prendre juste une anecdote, vous allez à l'époque, on cherchait à changer son téléphone ou à faire réparer son téléphone. On a un problème avec Swisscom. On allait chez Swisscom à Morges, qui était dans la grande coopérative. Il fallait prendre un ticket, attendre 3 heures pour pouvoir avoir une réponse. Enfin, voilà. Maintenant, on a un grand bâtiment qui est dédié à Swisscom et il n'y a personne dans ce bâtiment. Je n'ai jamais vu aussi peu de monde dans cette boutique. Voilà. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire tout ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout. La question reste ouverte, effectivement. Pour ceux qui nous regardent, j'ai 2-3 petits problèmes techniques, mais rien du tout au niveau du son. C'est juste que j'ai dû enlever le changement de caméra automatique parce que vos micros, ils sont trop près, puis du coup, ça saute toujours entre vous deux. Du coup, je le fais avec les mains, puis des fois, quand il y en a un qui parle, j'oublie de changer, mais je crois que l'essentiel est là. Question de recyclage aussi. Autant je pense que de la terre, comment tu as dit compactée, ça me semble relativement simple à réutiliser. Voilà. Est-ce que le béton, c'est quelque chose qu'on peut détruire et réutiliser pour reconstruire? Alors, oui, on peut le détruire, on peut le concasser, mais ce qui fait la pollution climatique des 9% d'émanation de CO2, c'est la fabrication du ciment. Or, le béton recyclé demande tout autant de ciment que le béton. Il faut le chauffer pareil. Voilà, il faut faire tout pareil. Refaire l'opération. Voilà. Alors, évidemment, ça a un avantage quand même. Pour notre forêt, niveau ressources, on a moins besoin de ressources. Ça, c'est clair, il faut quand même le laisser. Mais, voilà, au niveau climatique, c'est tout aussi catastrophique. C'est plus ou autant que l'aviation? Je ne me souviens plus, les 9%. C'est à peu près... c'est à peu près comme l'aviation. Donc les 9% d'émissions de CO2 dues au béton en Suisse, c'est l'équivalent de l'aviation. Okay. C'est énorme. Et Holcim à Éclépant est le numéro 1 d'émissions de CO2 du canton de Vaud de très loin. Il y a quelqu'un dans le chat qui parlait de tiny house ici, de revoir un peu sa façon d'habiter. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'espace qu'on en utilise? Voilà, tout ça. On a eu un concept qui a été présenté à Masson, je ne sais pas si tu étais là, Gabriel, où un professeur de l'EPFL nous montrait qu'en fait, on pouvait très bien déconstruire si on utilisait autrement les choses. Ça veut dire que pour remettre de la terre naturelle, on pouvait maintenant détruire plutôt que de continuer à construire, mais concevoir autrement. Mais c'est vrai qu'alors, ça implique un certain nombre de choses. Ça implique moins d'espace, des espaces communs, des espaces groupés autrement, l'abolition de certaines zones villas, enfin voilà, ça implique beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr que la Suisse soit prête à tout ça, c'est d'ailleurs ce que je lui avais dit à ce moment-là, mais voilà, il y a des recherches qui vont dans le sens dont vous parlez. Alors tu parles, il y a l'exemple des tiny house, ça fait partie d'un de mes rêves justement, et en Suisse c'est très compliqué, en France c'est plus simple pour le moment de ce qui concerne les habitats légers. Alors la France ça commence à se durcir avec le gouvernement actuel, mais en Suisse on veut qu'une famille, des gens soient dans une maison en dur.
il est interdit on ne peut pas avoir d'habitat léger sur un terrain, c'est pas accepté. Alors que ça pourrait être une solution pour diminuer l'emprise sur le terrain et avoir d'autres formes d'habitat plus sobres, c'est sûr. Mais ça fait partie d'un des chantiers qu'il y aurait à faire en Suisse, c'est d'alléger la législation sur ces habitats légers. La réflexion sur la densification, vous en avez aussi une en termes d'association, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup que un des problèmes suisses, c'est le peu d'espace à disposition. Et que du coup, pour finalement assimiler cette augmentation des besoins démographiques notamment, en habitat, pour moins aller détruire et, je crois qu'il y a un nom pour ça, miter le territoire, eh bien, on va essayer de densifier. Densifier, ça veut dire construire plus haut, ça veut dire construire plus serré, ça veut dire quoi C'est ça. Est-ce que ça, c'est une solution? C'est une solution pour arrêter le mitage du territoire. Certainement. Grignoter les terres agricoles et forestières. Ça, c'est sûr, mais ça ne change rien au niveau du béton. Pour l'instant, je veux dire, il faudrait dosifier. Alors, dosifions, mais autrement. Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait monter assez haut avec des alternatives. Mais allons-y. Le problème maintenant, c'est qu'il faut réapprendre aux gens à construire autrement. Et pour ça, il faut des filiales aussi métiers, de connaissances, d'apprentissage. Et puis, il faut accepter aussi que la construction, ça coûtera peut-être un peu plus cher, quoique si on arrête de subventionner le béton reviendra cher, mais il faudrait admettre qu'on arrête la subvention. Et puis qu'on avance justement qu'on soit prêt à payer un peu plus cher sa construction. Là, j'étais dans un marché à Morges à discuter, à distribuer les tracts. Un architecte me dit, de toute façon, vous arrêtez. Moi, mes clients, ce qu'ils veulent, c'est payer 10% moins cher. Vous, tout ce que vous proposez, c'est 10% plus cher. Ça ne marchera jamais. Bon, alors, arrêtons de donner de l'argent à Holcim et puis et payer la note des ravages après. Voilà. Et puis mettons des aides à la construction avec des alternatives. On pourrait faire ça quand même, me semble-t-il. On l'a fait avec des pompes à chaleur. Allons-y avec le béton. Mais je pense que tout ça va venir. Tout ça va venir. C'est pour ça, stoppons cette gravière autant qu'on peut et si possible complètement. Gagnons du temps, tout le temps, chaque année gagnée, parce qu'on parle en année là, elle ne va pas se construire, elle ne va pas se mettre en branle demain, malgré la mise à l'enquête en fin d'année, avec les oppositions qu'on va y mettre, on les embête bien, je crois. On parlait de la petite lutte, des petites gens. D'abord, c'est extraordinaire de se retrouver avec des gens qu'on ne connaissait pas dans la région, avec un projet, oui, c'est extraordinaire. On est tous très différents et très complémentaires. C'est vraiment fantastique. Et voilà, donc ce combat-là de petites gens, dans le sens, on n'est pas des gens qui sommes... De pouvoir. On n'est pas de pouvoir, voilà. On a quand même un sacré... Bénévole. On est un sacré caillou dans leurs pieds. Hein. Ils ne pensaient peut-être pas que ça allait arriver. Je pense qu'on est un peu dérangeant pour eux, vraiment.